Le gouvernement a planché aujourd'hui sur plusieurs dossiers lors du Conseil des ministres ce jeudi, entre autres le renforcement de la compétitivité du cacao ivoirien, l'organisation des prochaines élections et la cherté de la vie. On fait le point en début de journal. L'actualité parlementaire est marquée ce soir par l'ouverture ce jeudi à Bamako de la 24e Assemblée parlementaire régionale Afrique de la francophonie. Elle se tient en présence de plusieurs délégations venues des pays francophones, dont la Côte d'Ivoire. L'actualité ce jeudi, c'est aussi l'ouverture du Salon international du livre d'Abidjan. Le 8e SILA réunit une cinquantaine d'exposants d'ici et d'ailleurs. Et pour ce premier jour, le livre suscite l'engouement et d'une certaine façon reprend son droit. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, à l'étranger, la police congolaise a dispersé aujourd'hui à la mi-journée à Kinshasa une manifestation d'opposants au président Joseph Kabila. 3 coalitions d'opposants avaient appelé à descendre dans la rue pour exiger la tenue d'une présidentielle avant le terme du mandat du chef de l'État. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. L'organisation des prochaines élections locales, la cherté de la vie, la transformation et la compétitivité du cacao ivoirien, la saison des pluies, autant de sujets qui ont été traités ce jeudi au palais présidentiel lors du Conseil des ministres hebdomadaire. La rencontre a été présidée par le chef de l'État. On fait le point avec Awa Touré. Le gouvernement veut améliorer les conditions de vie des populations et prévenir les dommages liés à la saison des pluies. Le Conseil a, à cet effet, fait le point sur l'étude portant actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan, avant d'adopter une communication relative à la provision pour le financement des prestations d'urgence. Le Conseil a donné son accord à la mise à disposition des ressources nécessaires pour le financement des prestations d'urgence en vue de faire face avec une plus grande efficacité aux risques d'inondation liés à l'abondance des pluies. Cette opération consistera principalement des travaux de curage des ouvrages de drainage et de franchissement du district d'Abidjan, permettra également de sensibiliser la population, de mettre en place des équipes de veille dans les zones à risque. Et tout cela, nous l'espérons, permettra d'éviter des pertes en vies humaines et de réduire le plus possible les désagréments subis par les populations. Le Conseil a aussi décidé de renforcer la compétitivité dans le secteur de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire, se conformant ainsi aux ambitions du président Alassane Ouattara d'accroître la quantité de cacao localement transformé. Le gouvernement, donc, en concertation avec les broyeurs installés dans notre pays, a arrêté diverses mesures, notamment l'amélioration des formalités d'exportation, de l'approvisionnement des unités de transformation, au niveau de la fiscalité appliquée aux produits transformés du cacao, etc. Ces nouvelles mesures devraient permettre de porter le volume total de fèves transformées à 837 000 tonnes, voire même à 1 million de tonnes à l'horizon 2020. Ces mesures vont permettre également d'accroître le nombre d'emplois et d'accroître, bien entendu, les revenus générés par la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. La production vivrière et les difficultés rencontrées dans ce secteur ont également fait l'objet d'une analyse détaillée au cours de ce Conseil des ministres. Il a été relevé principalement l'impact du changement climatique et de la pluviométrie. Il a été noté l'impact des feux de brousse, les problèmes au niveau de la mise à disposition des semences, des problèmes liés à la maîtrise des circuits de commercialisation, notamment pour traiter les fortes exportations vers certains pays de la sous-région. Donc le Conseil, dans un premier temps, a fait un certain nombre de recommandations. L'amélioration de l'encadrement des producteurs, le développement de la production vivrière périurbaine près des centres de consommation pour éviter justement un transport sur des distances trop longues, la mise en place de la bourse des matières premières et du vivrier qui va permettre de réduire fortement les pertes post-récolte. Informé des conclusions des audits en cours dans la filière coton-anacarde, le Conseil a pris des mesures conservatoires. La suspension du directeur général
et du directeur général adjoint et la mise en place d'une direction intérimaire. Évidemment, les investigations se poursuivent et une fois les rapports rendus définitifs, s'il y a lieu de prendre d'autres mesures, elles seront prises. Le processus d'organisation des prochaines élections a par ailleurs été évoqué. Le Conseil a en particulier validé donc les propositions faites par la Commission électorale indépendante relativement à la révision de la liste électorale. Ainsi, il est indiqué que la période de révision de cette liste va courir du 25 juin 2016 au 24 juillet 2016. Les pièces requises pour cette révision sont la carte nationale d'identité et le certificat de nationalité. Une opération spéciale d'identification et des audiences auront lieu dans le même temps en parallèle, donc pour permettre aux populations qui sont concernées et qui ne disposent pas de ces documents de pouvoir les obtenir à temps. Il faut dire également que dans la période, la CEI travaillera sur le retrait de la liste de toutes les personnes qui n'ont pas à y figurer, notamment les personnes décédées ou des personnes déchues de leurs droits civiques. Il faut noter aussi que le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, va effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire du 1er au 2 juin 2016. D'autres images du palais présidentiel. Après le Conseil des ministres, le président Ouattara a présidé la cérémonie de prestation de serment d'un nouveau membre de la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, a adressé ses félicitations aux nouveaux membres. Vous pouvez le voir sur ces images. Passons à l'actualité parlementaire marquée ce soir par l'ouverture ce jeudi à Bamako de la 24e Assemblée parlementaire régionale Afrique de la francophonie. Elle se tient au CICB, le Centre international de conférences de Bamako, en présence de plusieurs délégations venues des pays francophones, dont la Côte d'Ivoire. Les débats portent sur les défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique et le rôle des médias sociaux dans le développement démocratique en Afrique francophone. Le point de notre envoyé spécial à Bamako, Hamza Diaby. Après Yamoussoukro en mai 2015, Bamako, la capitale malienne, accueille depuis ce jeudi la 24e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ils sont plus d'une centaine de délégués venus d'une dizaine de pays francophones d'Afrique pour prendre part à cette conférence dont les travaux sont présidés par Issaka Sidibé, le président de l'Assemblée nationale du Mali. Aujourd'hui, les acquis en matière de paix et de sécurité dans notre espace francophone sont certes louables, mais ils restent sous la menace de nouveaux risques et encombrements, dilapidation des ressources naturelles, conséquences des changements climatiques, insécurité alimentaire, de mauvaise gouvernance, chômage des jeunes, crise énergétique, migration, et j'en passe. Face à ces nombreux défis, notre réponse doit être collective et globale. Toute approche parcellaire des problèmes au sein de notre espace tendrait à les déplacer ou à les différer plutôt qu'à y apporter des solutions durables. C'est dans ce contexte que la conférence offre aux parlementaires un cadre de partage d'expériences et de réelle concertation autour des thèmes défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique et médias sociaux et développement démocratique en Afrique francophone. Ces médias multiformes ont accentué la mondialisation et jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la conduite des États et des affaires internationales. De même, la question des changements climatiques après la COP21 qui s'est tenue à Paris est un enjeu majeur pour nous, Africains. Il nous revient donc de relever ce défi en l'inscrivant comme une priorité urgente dans la perspective de la COP22 qui se tiendra à Marrakech en novembre prochain.
Aubin Minaku émet ensuite un souhait, celui de voir la présente Assemblée régionale être l'occasion de discuter et de proposer des solutions constructives aux problèmes des pays africains francophones et de réaffirmer la place du continent au sein de l'APF en tant qu'acteur et interlocuteur privilégié. Une stèle a ensuite été dévoilée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Mali en hommage à Geoffrey Dieudonné, haut fonctionnaire au Parlement de la Fédération Wallonne-Bruxelles en Belgique, tué en 2015 lors de la prise d'otage de l'hôtel Radisson alors qu'il était en mission à Bamako. Ce début de semaine, le chef du gouvernement ivoirien a pris part au premier sommet mondial de l'action humanitaire à Istanbul. En marge de la rencontre, Daniel Kablan-Duncan a eu plusieurs entretiens. Il a rencontré notamment le président de la Géorgie et la ministre des Affaires étrangères de la Suède. Sur la table des échanges, l'humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale. Le Premier ministre a également échangé avec le chef de la diplomatie burkinabé. De retour d'Istanbul, le compte-rendu du Garvey Blé. Le président Giorgi Margvelashvili, en marge du sommet mondial sur l'action humanitaire, s'est intéressé à la gestion par la Côte d'Ivoire de la question des réfugiés, voulant en savoir davantage sur l'expérience ivoirienne. Avant de prendre congé du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le président géorgien a souhaité que la Côte d'Ivoire soutienne son pays dans le cadre des rencontres et autres activités des Nations Unies. De soutien, il a aussi été question au cours des échanges qu'a eu le Premier ministre avec la ministre des Affaires étrangères suédoise. Margot Wallström a sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire à la candidature de son pays au prochain Conseil de sécurité de l'ONU. Sur un tout autre chapitre, la ministre suédoise s'est réjouie des avancées de la Côte d'Ivoire, non sans marquer la volonté des hommes d'affaires de son pays de contribuer au renforcement de l'économie ivoirienne. La coopération a été le sujet abordé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. Centre d'intérêt des échanges entre les deux personnalités, le TAG, le traité d'amitié et de coopération. C'était pour moi l'occasion d'évoquer le prochain traité d'amitié entre les deux pays qu'on prépare. Vous savez que l'année dernière, cette importante rencontre qui était devenue historique entre les deux pays n'a pas pu se tenir. Et cette année, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir organiser la rencontre qui devrait se tenir en Côte d'Ivoire. Et ça a été l'occasion pour moi aussi de féliciter le Premier ministre pour le succès de la table ronde de bailleurs de fonds pour la Côte d'Ivoire qui vient de se tenir à Paris. Et le Burkina qui sort de 3 années de crise est en train d'organiser également une table ronde de bailleurs de fonds. Et ça a été l'occasion d'échanger aussi sur quelques questions pratiques liées à cette organisation. D'autres images du Premier ministre qui a présidé ce jeudi les journées promotionnelles de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un événement qui vise à mieux faire connaître au grand public le dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Après les grandes capitales du monde, Abidjan a désormais son Radisson Blu, le complexe hôtelier 5 étoiles construit à proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été officiellement inauguré hier. Le bâtiment vient accroître le potentiel d'accueil de la Côte d'Ivoire en matière d'hôtellerie. Lanciné Bakayoko, Adama Koné. Avec ses 261 chambres, le Radisson Blu d'Abidjan, établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles, va permettre de créer 260 emplois directs et 600 autres indirects. Situé à 500 mètres de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ce joyau architectural est l'œuvre de l'homme d'affaires ivoiro-malien Komé Cessé, un symbole d'intégration économique, mais surtout une nouvelle manifestation de l'hospitalité ivoirienne. Je voudrais remercier cette nation et ce grand peuple, seul capable de donner sa chance à n'importe quelle personne venant de partout dans le monde. Dans ce pays, la volonté, l'engagement, le sérieux et la détermination sont les seuls gages de la réussite. Montant de l'investissement, 60 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, désignée pays le plus attractif de l'Afrique subsaharienne, voit son futur touristique en rose. L'avenir s'annonce prometteur. Avec l'amélioration du cadre institutionnel et juridique dans notre secteur, ainsi que de l'offre
et des services, l'environnement est devenu plus attractif pour de nombreux investisseurs désireux de prendre le train du second miracle économique ivoirien en préparation. Avec le Radisson Blu, la compétition est engagée. D'ici la fin de l'année, de nombreux projets sortiront de terre dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays, venant confirmer le dynamisme du partenariat public-privé dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Afin d'accroître l'offre touristique, renforcer les capacités des acteurs du secteur du tourisme et faire en sorte que le Fonds de développement du tourisme puisse avoir un accès de plus en plus facile pour les opérateurs de ce secteur. Je voudrais donc souhaiter plein succès au Radisson Blu Hotel, qui doit devenir et demeurer un élément de fierté supplémentaire pour la Côte d'Ivoire. Ce projet est l'aboutissement des nombreuses réformes initiées par le gouvernement. Des réformes qui ont aujourd'hui permis d'améliorer la contribution du secteur touristique au produit intérieur brut PIB, qui est passé de 1,6% en 2012 à 4,8% en 2014, avant de se maintenir au même niveau en 2015. Après plusieurs mois de prise en charge psychosociale et une formation au métier de la mécanique, de la couture et de la menuiserie, des ex-délinquants mineurs ont reçu aujourd'hui des kits pour leur réinsertion dans la société. Ce processus de resocialisation a été entamé par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Et c'est la cellule de coordination de suivi et de réinsertion qui achève cette initiative. La cérémonie de remise de kits de réinsertion et d'attestation de fin de formation aux ex-délinquants mineurs a eu lieu aujourd'hui en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et on vient de l'apprendre, encore une autre arrestation dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 13 mars dernier à Grand-Bassam. Ce jeudi, le conducteur du véhicule ayant convoyé les armes a été arrêté par la police ivoirienne. Il est en ce moment en train d'être interrogé sur son rôle et celui des autres membres du commando terroriste qui a fait 19 morts sur la plage de Grand-Bassam. Le grand rendez-vous culturel du moment, c'est bien sûr le Salon international du livre d'Abidjan. Il s'est ouvert aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Le 8e Salon du livre va durer 3 jours. Avant l'ouverture officielle par le ministre de la Culture, notre reporter a visité l'exposition, une cinquantaine d'exposants d'ici et d'ailleurs. Et pour ce premier jour, le livre suscite l'engouement et d'une certaine façon, il reprend même son droit, nous dit Franck Wadio. La 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes ce jour. Pour le commissaire général, il est question de célébrer l'homme centenaire des lettres africaines, Bernard Dadier, précurseur de la littérature ivoirienne. Plusieurs prix ont été attribués. Ce sont entre autres le prix national Bernard Dadier, le prix du jeune écrivain et le prix Afri-Livre. Depuis 2006-2016, ça fait 10 ans que nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Nous avons environ une quinzaine d'œuvres, donc dont 6 de ces œuvres-là sont agréées pour le programme scolaire. Donc on pense qu'il n'y a pas meilleure récompense qu'un prix pour venir dire oui, vous faites du bon travail. Cette édition du livre a connu une innovation de taille avec la présence d'un grand nombre de stands. Occasion pour les autorités de rappeler l'importance du livre, premier outil du savoir. Le patrimoine, c'est tout ce qui a été accumulé depuis des millénaires, depuis des siècles, et qui constitue comme le terreau sur lequel on prend force et position pour construire le présent et le futur. Le livre est le moyen le plus sûr, le plus démocratique et le moins cher pour découvrir son passé, pour découvrir son patrimoine et former des générations capables de se projeter dans l'avenir. Exposition de livres, table ronde, échanges et dédicaces ont meublé cette 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Le sujet d'Issaïo était commenté par Patricia Oumouetia. Et entre deux stands, aussi là, de dédicaces et autres activités officielles de ce salon, notre reporter Franck Wadio s'est intéressé aux coulisses et nous propose l'ambiance qui a prévalu en ce premier jour. Reportage. Une cinquantaine de maisons d'édition, des écrivains et autres professionnels du livre à la rencontre du public. Le 8e Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes ce jeudi au Palais de la Culture. Ce jeune papa est venu inculquer à son fils le goût du livre. Ils sont toujours branchés sur la télé. Je leur dis que c'est le pouvoir de la lecture qui a transformé ma vie.
Et donc, je voudrais lui transmettre, en tout cas, ce bien-être que mes parents aussi m'ont transmis. Aller à la rencontre du livre. Là où Internet semble une alternative plus rapide, les éditeurs disent s'être adaptés. Et nous commercialisons des téléphones, mais également des tablettes. Et nous avons mis au sein de ces tablettes donc, des ouvrages de littérature enfantine et des ouvrages scolaires. Et donc nous sommes déjà dans l'ère du numérique. Les écrivains, pour leur part, il faut se féliciter des avancées. Avec ceci-là, le livre reprend ses droits. Au premier rang, Bernard Dadier, doyen de la littérature ivoirienne. Il faut remercier bon Dieu de m'avoir permis d'être là encore. Et nos attentes, c'est que justement le livre soit plus visible, que l'on se rende compte véritablement de l'utilité du livre. Le livre dans tous ses états. Écrivain et caricaturiste prêche l'amour des lettres sous toutes ses formes, mais aussi des pays africains invités, le Bénin, le Sénégal, le Nigeria et le Maroc. Créer des liens, donc c'est aussi ça les salons, c'est pas que de la vente de livres. De quoi satisfaire le commissariat général du SILA, raconter une histoire, la trame du thème choisi, le livre lieu de mémoire et porte d'avenir. Il est temps de marquer une pause, de se ressourcer et de se souvenir des pionniers, des pères bâtisseurs de la Côte d'Ivoire. Notons que pour ce 8e SILA qui va durer 3 jours, plusieurs prix, dont le Grand Prix national Bernard Dadier et celui du meilleur éditeur 2016, sont en compétition. En politique ce soir, un nouvel entrant dans le rassemblement des eaux-fautistes pour la démocratie et la paix RHDP. Il s'agit du Parti ivoirien des travailleurs dirigé par Seka Joseph. Le PIT est désormais membre observateur du rassemblement des eaux-fautistes pour la démocratie et la paix. C'est la décision du présidium du groupement politique, une décision entérinée par le directoire du RHDP lors de sa première réunion tenue en ce début de semaine au siège du PDCI, parti membre du groupement. Le compte-rendu de Gabriel Zani. Il n'y a eu aucune déclaration à l'issue de la réunion du directoire du Rassemblement des eaux-fautistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Mais le directoire a entériné une décision importante prise par le président du présidium du groupement politique, l'intégration du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, comme membre observateur au RHDP. Nous sommes heureux de voir que notre demande a reçu un écho favorable de la part des plus hauts responsables du RHDP, à savoir le président Henri Konabedje et le président Alassane Ouattara. C'est l'aboutissement d'une démarche entamée depuis le mois de janvier 2016. Dans un courrier adressé à Henri Konabedje, le président du présidium du RHDP, le PIT fait la demande d'intégrer le RHDP car selon son président, le parti a battu campagne pour la victoire du président Alassane Ouattara. Nous avons été comptables de son premier mandat. Et c'est donc fort de cela qu'en 2015, le Parti ivoirien des travailleurs s'est associé à soutenir la candidature encore du président Alassane Ouattara pour sa réélection. Après cela, tous les organes du parti se sont posé la question de savoir, maintenant que nous avons fait ça, est-ce que nous restons dans ce que nous appelons l'alliance avec les RHDP, qui est un État informel, ou alors nous faisons le pas? Le PIT devra encore attendre pour être membre à part entière du RHDP. Cette autre décision appartient à la conférence des présidents des partis membres du groupement politique. Le RHDP s'agrandit au moment où d'importantes décisions relatives à la révision de la liste électorale pour les élections législatives locales et le référendum doivent être prises. Direction maintenant Bossi, un village du département de Didiévi, c'est dans le centre du pays. Le ministre d'État en charge du dialogue politique s'y est rendu. Aosso Kwadio Giano a appelé les chefs à s'acquitter de toutes les exigences administratives qui leur donnent une existence légale. Les mutuelles de développement et cadres ont été eux également exhortés à se préoccuper davantage à l'essor de leur localité. Le compte-rendu de Kwadio Kwame. Arrêté de nomination, document administratif qui donne une reconnaissance légale aux autorités traditionnelles. De nombreux chefs de village sont en fonction sans arrêté de nomination. Depuis l'installation officielle de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire en novembre 2015, les lignes semblent bouger. Bon nombre de ces chefs de village s'activent pour l'obtention de ce précieux document.
Un statut légal qui permet aux gardiens de la tradition leur appartenance à cette chambre. Cette volonté d'exercer leur autorité en qualité d'auxiliaire de l'administration bénéficie du soutien du ministre d'État Aoussou Kwadjo Jano. C'était à Bossi, village de la sous-préfecture de Molo-Noublé dans le département de Didiévi. Aoussou Kwadjo a sensibilisé les chefs de village sur l'importance de l'arrêté de nomination. Nous avons fait à Bouaké dernièrement, où nous avons eu à remettre 75 arrêtés à 75 chefs. J'invite les chefs à se mettre ensemble pour faire leur cérémonie d'intronisation de remise d'arrêtés. Aoussou Kwadjo Jano a demandé aux mutuelles et aux cadres d'accompagner les chefs dans leur mission d'agent de développement de leur localité. Dans ce village, le chef Nana Kwaku Angama a reçu son précieux document. J'invite tous les chefs de Côte d'Ivoire à faire comme moi, afin qu'ils puissent être reconnus et avoir des avantages liés à notre responsabilité de chef. Les autorités de l'administration centrale ont invité les chefs de village à la neutralité et à initier des projets de développement pour l'essor de leur terroir. Dans le département de Didiévi, la sous-préfecture de Molo-Noublé compte 36 villages. 32 de ces chefs de village ont déjà reçu leur arrêté de nomination. Face aux problèmes d'incivisme et de mépris pour certaines causes d'intérêt général, le gouvernement réagit. Un document de stratégie de service civique national est en cours d'élaboration. Il s'agit pour le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique de définir les règles et les techniques pour amener la population au changement de comportement et surtout au respect du code de la vie. Les travaux d'élaboration de ce document ont été lancés aujourd'hui même dans la ville de Grand-Bassam. À l'étranger, en République démocratique du Congo, l'opposition a appelé ses partisans à manifester aujourd'hui pour dénoncer, selon elle, les manœuvres du pouvoir contre la démocratie. Un arrêt du Conseil constitutionnel en faveur du président Kabila serait à l'origine de ce mécontentement. Journée mouvementée à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays. Le récit d'Herman Guivet. Dans les rues de Kinshasa ce jeudi, des manifestants. Jets de pierre contre tirs de gaz lacrymogène, course-poursuite, c'est le spectacle qu'offrait la capitale. Raison de ces rassemblements, protester contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise Joseph Kabila, l'actuel président, à rester à la tête de l'État au-delà du terme de son mandat. C'est en décembre 2016 que doit prendre fin le mandat de Joseph Désiré Kabila, accusé par l'opposition d'empêcher la démocratie de s'exprimer dans son pays. Joseph Désiré Kabila fait face à un mouvement de mécontentement. Autre motif de cette grogne de l'opposition, l'acharnement du pouvoir Kabila sur Moïse Katumbi, figure emblématique de l'opposition qui compte des milliers de partisans. Selon certains observateurs, cette marche de l'opposition devait permettre aux partis au pouvoir de mesurer le degré de mobilisation de l'opposition. Une autre marche était prévue pour se tenir le même jour, celle des partis de la mouvance présidentielle. Elle sera finalement annulée. Une marche de l'opposition qui avait pourtant été autorisée par le gouvernement et qui finalement sera vigoureusement dispersée par la police. Les manifestants auraient dépassé le cordon de sécurité imposé par les autorités locales. Un vent de protestation qui s'est étendu à plusieurs grandes villes du pays, notamment Kisangani, où une personne aurait perdu la vie. L'opposition congolaise entend recourir à toutes les actions légales pour exprimer son mécontentement. Elle entend surtout intensifier sa présence sur le terrain pour obliger le pouvoir de Kinshasa à respecter le calendrier de l'élection présidentielle prévue pour se tenir en décembre prochain. En France, le bras de fer se poursuit ce jeudi entre le gouvernement et la CGT. La Confédération générale du travail, le syndicat durcit sa contestation contre la loi travail. Pour obtenir son retrait, Manuel Valls évoque des modifications possibles, mais pas de retrait. Aux États-Unis, Donald Trump sera le candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche. Il a dépassé le chiffre nécessaire de 1237 délégués pour être assuré de sa nomination. Il peut donc désormais compter sur 1238 d'entre eux. Pour les derniers mois de son mandat, le président Barack Obama a choisi de faire cette semaine une série de visites hautement symboliques chez des anciens ennemis devenus de nouveaux alliés, le Vietnam et le Japon. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur ce voyage de Barack Obama sur le site d'Hiroshima. Et pour terminer, nous rappelons cette
information, une autre arrestation dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 13 mars dernier à Grand Bassam. Ce jeudi, le conducteur du véhicule ayant convoyé les armes a été arrêté par la police ivoirienne. Il est en ce moment en train d'être interrogé sur son rôle et celui des autres membres du commando terroriste qui a fait 19 morts sur les plages de Grand Bassam le dimanche 13 mars dernier. C'est ici qu'on s'arrête pour cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.